Bienvenue sur Africa 24 pour cette nouvelle édition du QG News. Voici les titres. Le nouveau gouvernement burundais a été dévoilé. Le décret présidentiel publié ce lundi indique que le nouveau cabinet est constitué d'une vingtaine de ministres. Certains de l'ancien gouvernement ont été reconduits et quelques-uns ont été permutés. Portrait d'une styliste ivoirienne qui gagne à être connue. Elle intègre dans ses créations le pagne traditionnel, un savant mélange qui a su trouver un public. Il s'agit d'Oulipat. Et du sport en fin d'édition avec l'Afro-Basket et un point sur les équipes qualifiées pour les quarts de finale. Mais tout d'abord, malgré l'accord de paix paraphé par les parties adverses, la situation au nord du Mali reste particulièrement tendue. Des groupes armés pro-gouvernementaux ont en effet pris le contrôle de la ville d'Anéfis. La médiation internationale a donc proposé un plan de sortie de crise selon lequel ces mêmes groupes doivent déposer les armes afin que la MINUSMA prenne le contrôle de la localité. Les autorités maliennes n'ont tout de suite validé ce plan. On attend toujours la réponse des forces armées pro-gouvernementales. Un nouveau gouvernement vient d'être nommé au Burundi. Il a été dévoilé dans la soirée du lundi 24 août et ce nouveau cabinet est largement composé par des fidèles du président Pierre Nkurunziza. On fait le point avec ce sujet d'Alioune Guindo, commentaire Bertrand Digna. Le président Pierre Nkurunziza a dévoilé la composition de son nouveau gouvernement. Les 20 membres de ce nouveau cabinet ont prêté serment mardi 25 août au matin au palais des congrès de Kigobe à Bujumbura, capitale burundaise. L'équipe gouvernementale largement remaniée se compose essentiellement de membres du CNDD-FDD, le parti au pouvoir. Le nouveau gouvernement est en quelque sorte une continuité parce qu'on trouve les poids lourds de l'ancien gouvernement, surtout du CNDD-FDD, et puis on retrouve aussi les gens du FNL de Rwasa. Ce n'est pas un changement pour évoluer vers la résolution de la crise, c'est plutôt un statu quo dans la crise, et il n'y aura pas de changement lié à ce gouvernement. Le remaniement est marqué par le retour au ministère de la Sécurité publique d'Alain-Guillaume Bunyoni. Le commissaire Bunyoni fut de 2005 à 2007 le premier directeur de la nouvelle police burundaise post-guerre civile, ainsi que d'Aimé Laurentine Kanyana, une juge de la Cour constitutionnelle, qui a autorisé le président Nkurunziza à briguer un troisième mandat. Comme les choses n'ont pas été faites dans les règles, on se retrouve avec un gouvernement sans aucune légitimité juridique, contesté socialement et isolé au niveau international. Donc on n'est pas dans un départ, on est dans un retour en arrière. Et avec un risque important d'insécurité, parce qu'on est face à un gouvernement qui produit de l'insécurité, parce qu'on a plus de 200 000 réfugiés maintenant au niveau de la région, et des tensions avec certains pays de la région aussi. On est dans un vide qui est porteur de beaucoup d'angoisse. Le gouvernement d'union nationale qu'avait promis le président Pierre Nkurunziza lors de son discours d'investiture le jeudi 20 août ne comprend que 5 personnalités issues des rangs du principal parti d'opposition au Burundi, le Parti des Forces Nationales de Libération, dirigé par Agathon Rwasa, leader historique des FNL, devenu vice-président de l'Assemblée nationale. Dans le reste de l'actualité, le Burkina Faso n'a pas tenu compte de la décision rendue par la Cour de justice de la CEDEAO, puisque 42 candidats, tous proches de l'ancien président Blaise Compaoré, ont été déclarés inéligibles conformément au nouveau code électoral qui avait été adopté par le Conseil national de la transition, un code qui avait fait polémique, rappelons-le. Les partisans de l'ancien régime avaient d'ailleurs attaqué ce code devant la Cour de justice de la CEDEAO, malgré la décision de cette même Cour qui avait invalidé le nouveau code. Il est toujours en vigueur dans le pays. Remaniement ministériel au Tchad, le Premier ministre Kalzebe Pahimi Debé a procédé ce dimanche 23 août à un réaménagement de son équipe et au total 11 personnalités font leur entrée au gouvernement tandis que 8 autres sont sur le départ. On fait le point sur cette nouvelle équipe avec ce sujet d'Ibra Khadindiaï. Le Tchad a une nouvelle équipe gouvernementale depuis ce 23 août. Au total, 11 personnalités font leur entrée au gouvernement et on enregistre 8 départs. Autre point fort de ce remaniement ministériel, la division en deux du département de l'Intérieur et de la Sécurité publique. On note désormais un ministère de l'administration du territoire et un autre de la sécurité publique et de l'immigration. Pour de nombreux Tchadiens, pour remporter la guerre contre les islamistes, le pays doit retrouver l'unité nationale. La lutte contre le terrorisme devient une affaire de consensus mondial. Tous les pays du monde doivent se coaliser contre le terrorisme.
Et comme je l'ai dit une fois dans une de mes déclarations, l'armée tchadienne a beau avoir, le Tchad, a beau avoir l'armée la plus équipée, et la plus nombreuse ou la plus guerrière d'Afrique, elle ne peut pas venir à bout du terrorisme tant qu'il n'y a pas un consensus national. Si les Tchadiens eux-mêmes ne sont pas unis, aucune armée au monde ne peut battre Boko Haram. Donc la grande guerre, c'est d'abord l'unité nationale, le consensus national contre le terrorisme. Un remaniement axé essentiellement sur la sécurité, la lutte contre Boko Haram est en effet une priorité des autorités tchadiennes. Le Tchad est un tournant par rapport à son engagement dans la force multinationale africaine qui va lutter contre Boko Haram. D'abord au niveau du budget de la nation et puis du resserrement pour essayer de faire que y ait un gouvernement, j'allais dire, de combat, décidé à aller jusqu'au bout justement de cette lutte contre Boko Haram. Ça c'est un. Deux, on sait que le président tchadien, après justement sa rencontre avec ses homologues des pays du front, a besoin effectivement d'avoir j'allais dire un peu plus les coudées franches pour pouvoir mener jusqu'au bout ce combat contre Boko Haram. Le Tchad fait face depuis son engagement dans la lutte contre le terrorisme aux attentats des islamistes de Boko Haram. La secte islamiste a mené plusieurs attentats suicides en juin et juillet dans la capitale N'Djamena, attentats qui ont fait une 50aine de victimes et plusieurs blessés. La mode en Côte d'Ivoire est marquée par de grands noms comme Pathéo, Andy Bell ou encore Michel Yakis pour ne citer que. Et à côté de ces stylistes de renommée internationale existe un grand nombre de jeunes créateurs. Partons à la découverte de l'une de ces jeunes stylistes ivoiriennes, Patricia Ouli, plus connue sous le nom de Oulipat dans les milieux de la mode. Reportage de notre correspondant en Côte d'Ivoire, Olivier Conan. Valoriser le pagne traditionnel oué, c'est l'objectif de la styliste Oulipat. Dans son atelier à Makouri Ramblay à Abidjan, le pagne traditionnel oué fait partie des tissus qui passent entre les mains des couturiers. Fabriqués par des tisserands à partir de balles de coton, sur des métiers à tisser rudimentaires, les pagnes tissés n'étaient pas souvent utilisés par les créateurs de mode, car réputés trop lourds et pas faciles à manipuler. Une idée reçue que la jeune styliste s'efforce de changer avec ce modèle. Derrière la démarche artistique se trouve une conviction forte, donner l'image positive de l'ouest de la Côte d'Ivoire. Cette région a été en effet le théâtre des affrontements les plus violents pendant la guerre civile qu'a connue le pays. C'était un moyen de montrer qu'à l'ouest, il n'y avait pas que la crise seulement, c'est vrai. Il fallait vraiment montrer des belles choses comme nous avons le pagne tissé qui fait vraiment la fierté de l'ouest de la Côte d'Ivoire. Il y a la cascade, il y a vraiment des belles choses à voir. Et pour moi, c'était vraiment important de pouvoir valoriser ce pagne tissé. On peut vraiment le porter, que ce soit un mélange de lin, un mélange de satin, pour une chemise colombienne. Vraiment, c'est des choses faciles à porter et tout le monde vraiment se retrouve là-dedans. La vision de Oulipat est de contribuer à développer l'activité des enfants victimes de la crise qui sont aujourd'hui devenus des tisserands. Ils lui fournissent la matière première pour alimenter sa création. Leur abnégation lui sert de réconfort pour traverser les difficultés du métier de créateur. La réussite est le fruit de la passion et du travail. C'est vraiment pas facile, mais il faut avoir l'amour du métier. Et c'est surtout ça qui nous donne la force d'avancer. Parce qu'on ne vient pas à la mode parce qu'on n'a pas réussi à l'école. Je dis non, il faut venir à la mode parce que tu aimes le métier d'abord, parce que tu veux vraiment être créateur et que tu te donnes à ce métier-là. Sinon, si c'est pour venir, parce que bon, écoute, tel est créateur, je vais être créateur, c'est vraiment dommage. Moi, je vis de mon métier et je dis que ça nourrit son homme. Et vraiment, j'encourage vraiment toute cette génération qui veut vraiment se donner à la mode, de vraiment aimer le métier, c'est le plus important. Oulipat compte promouvoir le pagne tissé traditionnel de toutes les régions de la Côte d'Ivoire à travers le concept de défilé Yorodé qui signifie Nouveau Soleil. Ces efforts ont déjà été récompensés par l'Organisation internationale de la francophonie. Elle a été distinguée pour sa créativité et son sens de l'innovation. Du sport avec l'Afrobasket qui se poursuit toujours en Tunisie. Parmi les huitièmes de finale, 2 équipes arrachent leur victoire grâce à un seul et unique point d'écart. La Tunisie et le Mozambique s'offrent donc une place en quart. L'Égypte et le Mali leur ont emboîté le pas. Le résumé et les affiches à venir avec Arwa Barkala.
Début des huitièmes de finale de l'Afrobasket 2015 en Tunisie, ce mardi 25 août, et le pays hôte, la Tunisie, a failli être privé d'un ticket pour les quarts de finale en battant le Maroc avec un petit point d'écart 69-68. Même scénario pour l'Angola qui s'accorde une victoire 62-61 face à la Centrafrique. La Tunisie est passée à côté de la correctionnelle, comme on dit, que le changement de coaching de la part de l'entraîneur, parce qu'il a modifié son 5 rentrants. Et puis peut-être aussi un peu de suffisance, parce qu'on a vu ce comportement déjà aux dernières fois à Abidjan. Mais j'avoue que le Maroc avait de quoi remporter ce match. Par contre là, c'est le match Angola-Centrafrique, c'est le match de tous les regrets pour les fauves de la Centrafrique. On ne les connaissait pas à ce niveau-là, mais qui montre que ça se resserre entre les équipes africaines. L'Égypte a surclassé le Zimbabwe et lui a infligé un sévère 102-62. À noter que les Pharaons sont devenus les premiers à franchir la barre des 100 points. Enfin, les basketteurs maliens ont obtenu une belle victoire, 76-57 face aux Ivoiriens. Le niveau du Zimbabwe dans cette compétition, ils sont en apprentissage, il faut leur donner du temps. Par contre, l'Égypte qui reconduit à peu près la même équipe que 2013, il y a plus d'automatisme et puis c'est une très bonne équipe. Techniquement, le Mali était un ton au-dessus. On a vu en face une équipe de la Côte d'Ivoire basée sur les individualités, alors que le Mali c'était un collectif. Ce mercredi 26 août au Palais des Sports de Rades en Tunisie vont se jouer les 4 derniers huitièmes de finale. Au programme Sénégal-Ouganda, Cap-Vert, Gabon, Nigeria, Mozambique, Cameroun, Algérie. Ce journal a été préparé par l'ensemble de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. Restez sur Africa 24. Dans un instant, une nouvelle édition de l'information.